rester dans cette filiation d'homme providentiel. Je me positionnerai à IS, oui, puisque je ne suis pas un homme politique traditionnel, vous savez, comme disait Malraux, qui fait des compromis avec la réalité et qui s'invente des adversaires pour ne pas voir l'ennemi. C'est pas moi. Les femmes, ça c'est une des constantes de vos livres. Le premier sexe, le premier livre, et bien d'autres. Alors là-dessus, dans votre dernier livre, vous dénoncez la cancel culture, vous dénoncez les réunions non mixtes, les féministes intersectionnelles. Bon, c'est pareil, vous n'êtes pas le seul à le faire. Vous n'êtes pas du tout seul à le faire. En revanche, pardonnez-moi, je finis. Vous en prie. En revanche, vous êtes peut-être un des seuls à avoir considéré que le déclin de la France avait commencé par l'accès des femmes au compte en banque, à un chéquier, page 31 du Suicide français, au divorce, page 101. Et sur le plateau en 2013, avez-vous dit ou non... Attendez. Avez-vous dit ou non en 2013, sur mon plateau, les femmes n'expriment pas le pouvoir, elles ne l'incarnent pas, le pouvoir s'évapore quand elles arrivent. Alors, vous l'avez dit. J'ai dit ça. Et voilà, j'ai dit ça. Non, donc, maintenant, mais j'ai pas dit ce que vous avez dit avant. Excusez-moi, vous avez inventé. Non. J'ai dit le déclin de la France commence dans les années 70 avec la remise en cause des années 70. Ça n'a rien à voir. Vous dites en 67 l'accès à un compte en banque, à un chéquier et le divorce. Mais alors, l'accès à un chéquier, personne n'avait de chéquier. Les ouvriers n'ont été payés au mois qu'en 68, en 69. Alors, personne n'avait de chéquier en France à part les bourgeois. Donc il faut arrêter avec ça. Et je n'ai jamais dit que c'était ça. Je serais encore une fois, vous me prenez pour un idiot. Je dirais ça et ça serait le début du déclin. Non, franchement. Bon. Donc, je dis simplement, je vais préciser. J'ai fait un livre il y a 15 ans, qui s'appelait Le premier sexe. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce que j'ai lu un joli titre. Très joli titre, merci. C'est vrai. J'ai relu, il n'y a pas longtemps, un livre tout à fait remarquable, complètement oublié aujourd'hui, de Léon Blum, qui s'appelait Du mariage. Le mariage. Vous avez lu ce livre remarquable. Et qui, en fait, disait les jeunes femmes de la bourgeoisie, parce que chez les prolétaires, c'était déjà fait, les jeunes femmes de la bourgeoisie doivent avoir une vie sexuelle avant le mariage. Et évidemment, on l'a traité de pornocrate, etc. Et ça m'amuse beaucoup, je vais vous dire pourquoi. Parce que 15 ans plus tard, c'est les élections législatives de 1936, il va devenir président du Conseil, et on lui parle de ce livre. Alors que lui, évidemment, est dans d'autres choses. Il est dans la campagne de 1936. Donc ça m'amuse beaucoup. Donc c'est ce qui vous arrive. Ben oui, c'est ce qui m'arrive. Donc, alors, je répète précisément. Je parlais, et c'est pour ça que j'ai été en avance. Une fois, vous me dites beaucoup de gens, moi je le disais avant, je le disais il y a 15 ans quand je me faisais insulter. C'est exactement comme sur l'islam et l'immigration. Qu'est-ce que je disais? Je disais, il y a, et c'est les féministes elles-mêmes qui le disent, des valeurs féminines, des valeurs masculines qui sont accolées aux femmes et aux hommes. Ça ne veut pas dire que les valeurs féminines, qu'est-ce que c'est? C'est la paix, c'est le consensus, c'est la conciliation, c'est... Ça peut être discuté, hein. Attendez, j'ai pas dit que c'était que les femmes qui avaient ça. Des valeurs féminines qui pouvaient être portées par des femmes, mais aussi par des hommes. Et je disais que quand ces valeurs féminines dominent, comme c'est le cas depuis 20 ans, on nous dit que c'est merveilleux, les féministes nous disent c'est formidable, la société va être beaucoup mieux, etc. Moi, je dis non, c'est une catastrophe pour la société quand ces valeurs féminines dominent. Alors, donc par exemple, Angela Merkel, qui a exercé le pouvoir pendant 16 ans, en Allemagne, c'était une catastrophe. Il y a des femmes qui ont des valeurs masculines. Thatcher étant l'exemple assez emblématique. Le problème, je vais vous dire, je vous le répète exactement, c'est comme pour tout à l'heure. Trop intelligent. Non, je ne suis pas trop intelligent, vous êtes gentil. Mais j'essaye de réfléchir, oui. Ça, c'est vrai. Dans une époque qui ne veut faire que du sentiment et que de l'invective, on interdit de réfléchir honnêtement et en essayant d'approfondir les choses. Moi, je le fais dans mes livres à mes risques et périls. Bon, bah voilà, c'est tout. Non, mais là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, et c'est normal, si vous vous apprêtez à être candidat... on raconte n'importe quoi. Non, on ressort toutes vos déclarations, c'est tout à fait normal. Oui, vous savez très bien, bien sûr. Et vous le savez bien, et ça n'est pas pour autant une offensive ou une malfaisance. Si, c'est une offensive et une malfaisance. C'est un travail de journaliste. Non, c'est une offensive et une malfaisance de l'éclairer comme c'est éclairé. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, au moins, j'ai ma conscience pour moi. Je veux par là que mes livres, c'est moi qui les écris. Ce ne sont pas des communicants, ce ne sont pas des conseillers. Mes livres se vendent, ils intéressent les gens, ils intéressent les Français. C'est le best-seller aujourd'hui. Contrairement à toute la classe politique française. Éric Zemmour, vous proposeriez une loi supprimant le droit à l'avortement? Ça va pas, non? D'accord, parce que vous étiez en Hongrie aux côtés de Mike Pence qui a vanté les lois...
l'avortement. Je ne l'ai pas vu. Non, C'était son discours. je ne proposerai pas de loi contre l'avortement. Ni une loi contre l'homosexualité comme Viktor Orban. Attendez, vous avez une minute? Oui. Viktor Orban n'a jamais proposé de loi contre l'homosexualité. Il ne veut pas qu'on parle à des mineurs de l'homosexualité. Eh bien, il a bien raison. Les lobbies LGBT n'ont rien à faire dans les écoles. Vous m'excuserez, vous seriez contente, vous, si on venait faire de la propagande LGBT à vos enfants quand ils ont 6-7 ans. Je suis sûr que les Français qui nous regardent sont en désaccord total avec ça. Donc, il a tout à fait raison. Une loi comme ça, là-dessus, oui, il a raison. Les lobbies, quels qu'ils soient, pas seulement LGBT, les lobbies antiracistes aussi. Il faut extirper la propagande de l'école. Depuis 30 ans, j'ai eu des enfants, j'ai des enfants, je veux dire, j'ai eu quand ils étaient petits, quand ils étaient collégiens, j'ai suivi leur scolarité, j'ai regardé les cours et les programmes. C'est une machine à propagande du politiquement correct, antiraciste, LGBT, etc. C'est un scandale. Il faut extirper ça de notre école. Vous savez, c'est pas pour rien que les gens fuient dans le privé. Non, on n'a pas besoin de sélectionner les enseignants. Les enseignants, ils sont sélectionnés par les concours. Bon, c'est pas sur des problèmes idéologiques. En revanche, vous remarquerez que dans beaucoup d'écoles telles Sciences Po, aujourd'hui, on sélectionne sur des critères plus ou moins idéologiques. Moins sociologique. Dernière question avant que François Langlais vienne s'installer. La Hongrie, vous avez dit à votre tour, c'est pour ça que je voulais vous en parler, que ce pays était le phare. Vous avez apprécié beaucoup votre rencontre avec Viktor Orban. Aujourd'hui, elle bénéficie de plusieurs milliards de fonds européens. Elle défend becs et ongles la primauté de l'OTAN. Et par ailleurs, elle s'oppose au décret des travailleurs détachés. J'imagine quand même que vous êtes plutôt pour que nous ayons moins de travailleurs détachés, ou en tout cas dans des conditions moins favorables pour les travailleurs détachés. Mais la Hongrie... Je suis contre le principe des travailleurs détachés. Voilà. On a le droit d'avoir des désaccords avec des gens qu'on respecte et qu'on approuve. Voilà, mais donc je voulais rappeler juste que la Hongrie avait un certain nombre de qualités sur l'OTAN, vous avez tort. Sur l'OTAN, vous avez tort. Ils sont beaucoup plus proches des Russes aujourd'hui. Ce sont les Polonais qui bloquent avec la Russie. Vous m'avez dit autre chose Oui, sur les milliards de fonds européens. Sur les milliards de fonds européens, c'est très intéressant ce que vous dites. Aujourd'hui, la Commission de Bruxelles et les grands pays européens comme l'Allemagne et la France font du chantage aux fonds européens. C'est-à-dire qu'on oppose de l'argent si Orban et les Polonais veulent bien se soumettre à l'idéologie dominante. C'est un scandale. Vous savez, ces fonds, c'est ou alors on est européen ou on ne l'est pas. C'est des fonds de solidarité. Donc normalement, normalement, et c'est bien, on fait une introduction avec François Langlais, je suis sûr qu'il sera d'accord avec moi. Oui, c'est pour ça. Normalement, ces pays-là, comme ils étaient pauvres, et comme, à cause du communisme, et comme ils sont rentrés tardivement dans le marché commun, ils auraient dû, pour se protéger, selon la loi du protectionnisme, vous savez, des économies en enfance de Liszt, ils auraient dû faire des droits de douane. Comme ils n'ont pas mis des droits de douane, on leur a donné de l'argent pour compenser. Parce que du coup, il y a toutes les usines allemandes là-bas et il y a toutes les grandes surfaces françaises. Donc sinon, ils auraient mis des protections douanières et ils n'auraient pas eu besoin de notre argent. Donc il faut arrêter, et vraiment ce chantage honteux, c'est honteux ce qu'on fait aux Hongrois. C'est honteux ce qu'on fait au peuple hongrois qui démocratiquement s'exprime, comme c'est honteux ce qu'on fait au peuple polonais. Ces gens de la Commission de Bruxelles sont des tyrans qui sont durs avec les Hongrois et qui se couchent devant Erdogan le Turc. Merci beaucoup pour cette première partie. Vous avez vu, voilà. Je fais abstraction des différents qualificatifs, mais nous avons échangé et je vous ai interrogé pour savoir jusqu'où vous iriez. Vous avez dit un certain nombre de choses, c'est-à-dire je n'irai pas jusqu'à parler de ceci ou de cela, en tout cas plus aujourd'hui. Non, mais je ne peux pas parler de choses qui n'intéressent pas les gens. François Langlais est arrivé pour évoquer les questions économiques. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bonsoir Ruth. Bonsoir Eric Zemmour. François. Vous me donnez raison sur la Hongrie. On va y venir. Bon. On va commencer par parler immigration au travail. Alors, il y a un pays qui a fait à peu près ce que vous préconisez. Il a fermé ses frontières aux étrangers, c'est le Royaume-Uni. Résultat, et on le voit depuis quelques jours, des pénuries qui se développent, notamment en matière de carburant, parce qu'on manque de chauffeurs. Il y a plusieurs centaines de stations-service qui sont fermées. Pénurie pour la nourriture, des étals sont vides dans les supermarchés, par manque de personnel. Dans l'agriculture, les cultures pourrissent parce que les récoltes ne sont pas faites, dans la santé, dans le nettoyage, tous les secteurs qui font travailler les étrangers, au point que le Premier ministre Boris Johnson, samedi dernier, a dû revenir en arrière et accepter d'accueillir quelques milliers de travailleurs. On se dit, finalement, le Zemmourland, ça existe, c'est pas loin, et c'est un peu le bazar. Vous avez oublié un point, cher François Langlais, c'est que les salaires remontent. Ça, vous l'avez oublié soigneusement. Parce que vous avez raison, il y a des problèmes ponctuels. On va en parler, je ne vais pas occulter ça ni éluder.
Mais vous oubliez l'essentiel, la vieille loi marxiste de l'armée de réserve du capitalisme. Les immigrés, c'est d'abord cela. Et donc, au Royaume-Uni, les salaires remontent. Pourquoi vous ne le dites pas? Ils augmentent exactement de la même manière en Allemagne et aux États-Unis. C'est les mêmes chiffres. Il n'y a qu'en France où ce n'est pas le cas. C'est vrai. Il n'y a qu'en France que ce n'est pas le cas, comme par hasard. Et deuxièmement, vous dites Zemmourland. Moi, je vais vous dire Zemmourland. Ce n'est pas le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a... Mais ce n'est pas abusé de l'immigration. Ils ont été fous furieux avec l'immigration depuis 30 ans. Ils sont très dépendants de la main-d'œuvre étrangère. Merci. Il y a Zemmourland. Et le Japon, mon cher François Langlais. Le Japon, depuis 40 ans, a refusé l'immigration. Et le résultat, problème démographique très important. Je réponds à François, je vous réponds en même temps. Je ne suis pas sûr que ce soit un modèle en termes de croissance. Oui. Attendez. 3% de chômage. OK ? Avec du sous-emploi. Deuxièmement, excédent commercial. Tout ce qu'on n'a pas. Troisièmement, une sécurité absolue. Il y a des places vides en prison, mon cher François Langlais. Oui, mais... Non mais attendez, il n'y a pas que l'économie dans la vie. Hein. C'est important. Hein. On laisse un portefeuille dans un café, il n'est pas volé en Japon. Ça fait une petite différence de tranquillité et de sérénité. Quatrièmement, une société confucéenne, ça n'a absolument rien à voir. Non, arrêtez avec votre numéro, la société confucéenne. En l'occurrence, je parle d'économie. La culture, ça compte. L'économie, cher François Langlais. Productivité, magnifique. Robotisation, en pointe. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas choisi la facilité de l'immigration. Vous savez, j'ai revu je crois que c'était le 7e plan, ça ne vous rajeunit pas, hein, dans les années 70. Il y avait un rapport, à l'époque, il y avait la planification française. Qu'est-ce qu'elle disait? Les planificateurs disaient, il faut arrêter avec l'immigration, c'est la solution facilité pour les patrons. Les patrons français n'ont pas voulu écouter, alors que les Japonais... Mais c'est ma réponse. Non, ma question, c'était... Comment pouvez-vous faire ça sans provoquer des désordres qui compliqueraient considérablement la vie des Français? D'autant que nous sommes, vous le savez, dans une période où il y a 1 million d'emplois qui ne trouvent pas preneur. Je ne vous le fais pas dire. D'abord, il faut bien voir les postes, les secteurs où il y a beaucoup d'immigrés. En gros, bâtiment, restauration. Restauration, nettoyage. On est d'accord. D'accord? Ça fait quand même une bonne partie de l'économie, hein. J'ai pas dit que c'était rien. J'ai dit il faut d'abord... Vous omettez la santé, il faut le dire aussi. Hein. Absolument. Enfin, la santé... Les médecins dans les hôpitaux. Les médecins dans les hôpitaux, mais vous savez pourquoi? Parce qu'on a fait un tel numerus clausus qu'on a empêché des jeunes Français à 0,5 points de médecins. Et maintenant, on va chercher, pour faire des économies, des médecins irakiens et des médecins algériens. C'est un scandale de plus, mais enfin, passons. Mais est-ce que vous convenez quand même que le fait de fermer les frontières en instantané n'est pas la réponse compte tenu de ces contraintes sur lesquelles on bute? Si, c'est la réponse. Il faut l'accompagner. Mais laissez-moi continuer. Laissez-moi continuer. Il faut évidemment un programme de formation. C'est une évidence. Évidemment. Il faut évidemment revaloriser ses salaires. Il faut, vous savez, on l'a vu dans l'activité de déboueur à Paris. Vous avez remarqué, depuis qu'il y a eu revalorisation de salaire et conditions hygiéniques bien meilleures, il y a beaucoup moins d'immigrés. Et deuxièmement, vous avez l'air de croire que ce sont les immigrés qui travaillent, via la vieille antienne, parce que les Français ne veulent pas faire ces boulots-là. D'abord, il faut bien comprendre que ça, c'est surtout vrai dans les métropoles, et surtout en région parisienne. Par exemple, dans la France périphérique, dans les restaurants, dans les cuisines, il n'y a pas d'étrangers. Il y a le plus souvent des Français. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut, pour travailler dans la restauration, être près de son lieu de travail. Et comme les banlieues sont occupées par les enclaves étrangères, il n'y a plus quasiment de Français. Maintenant, deuxième réponse, vous avez l'air de dire que les Français ne travaillent pas, que les immigrés travaillent, et qu'il faut absolument des immigrés pour faire le travail que les Français ne veulent pas. Je vous rappelle des chiffres quand même. Je constate la réalité. Oui, je vous rappelle des chiffres. Il y a aujourd'hui 8% de chômeurs en France en moyenne. Parmi les étrangers, ce chiffre monte à 14%. Il y a aujourd'hui, pour les inactifs, 13% de Français inactifs. Chômeurs, plus gens qui ne travaillent pas, femmes au foyer, etc. Chez les étrangers extra-européens, ce chiffre monte à 40%, François Langlais. Donc, si vous voulez, ce sont les Français, le travail des Français, qui entretiennent ces inactifs. Ce n'est pas l'inverse.